Hugo, aujourd'hui, c'est la manière d'informer les jeunes générations qui s'intéressent pas aux médias traditionnels. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce serait quand même relativement hypocrite de la part d'un journaliste ou d'un média de critiquer Hugo, alors qu'en fait, c'est probablement lui qui lutte le plus contre la désinformation. Elle, c'est Justine Rex, une journaliste qui fait des millions de vues sur YouTube. Elle a choisi de quitter les médias traditionnels pour se lancer dans l'aventure YouTube. Dans l'ombre, elle prête sa plume aux plus grands. Squeezie, Hugo Décrypte, Simon Puech, Charles Villa, des vidéos que vous avez probablement vues sans jamais connaître son nom. Dans cet épisode, Justine nous ouvre les coulisses d'un métier rare, journaliste YouTube. Ensemble, on a parlé fact-checking, enquête et information. Et puis, il y a son propre défi. Justine se lance aujourd'hui à visage découvert avec sa propre chaîne YouTube, une chaîne d'investigation. Elle vient d'ailleurs de remporter le célèbre prix Albert Londres. Cet épisode est un régal, belle écoute. C'est le super délit, super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Justine, tu es donc journaliste, voilà, tu as fait une école de journalisme, tu as une carte de presse, c'est rare, hein, on n'en a pas souvent des journalistes ici dans ce studio de podcast, et pourtant aujourd'hui, eh bien, tu travailles principalement sur des formats à destination de YouTube et des réseaux sociaux. Forcément, j'ai très envie qu'on reprenne tout depuis le début, voilà, que tu m'expliques ton parcours, que tu nous expliques par où tu es passé. Je crois savoir qu'au tout début de ta carrière, de journaliste, eh bien, tu as travaillé dans des rédactions tout à fait traditionnelles, France 2, Arte, etc. Complètement, je suis passée un peu par les gros noms. Moi, je voulais de base être journaliste télé parce que ce que je voulais, c'était bouger. J'avais fait beaucoup de stages et j'avais découvert plein de médias, même Le Monde, etc. Et je me disais, j'ai pas envie d'un truc trop plan-plan où je suis derrière mon ordi. Justement, je voulais être journaliste, je voulais rencontrer des gens. Donc, je me disais, la télé, la vidéo, c'est nickel. Et en fait, en sortie d'école de journalisme, j'ai été prise au service enquête et reportage de France 2 et France 3. Donc, je me suis mise à travailler pour le réseau France Télévisions, donc France Info et ensuite France 2, France 3. Et en parallèle pour Arte, donc le journal depuis Strasbourg. Donc, quand je dis que je bouge de Paris, je bougeais beaucoup à l'époque. Et pendant 2 ans, j'ai fait plein d'actu, j'ai couvert les Gilets jaunes, j'ai vraiment été la journaliste news typique qui était... Sur le terrain, avec son micro, à poser des questions, au cœur des lacrymos. C'est ça, c'est vraiment ça. Et puis au bout d'un moment, en fait, j'ai eu l'impression de survoler mes sujets, parce que les sujets JT, malheureusement, c'est des sujets de 1 minute 20, 1 minute 30, et il en faut, et c'est hyper important pour condenser l'actu. Mais moi, j'avais cette impression, voilà, que je pouvais raconter un petit peu plus, j'avais envie de passer plus de temps avec les gens, et j'avais l'impression aussi des fois même presque de pas les respecter, où il fallait juste que je prenne la petite phrase et puis vite fallait se dépêcher pour faire le montage, donc ça me convenait plus, et je continuais à écrire des articles en parallèle, et c'est pour ça qu'après je me suis repartie plutôt vers des articles, vers un format écrit mais plutôt web, et je suis partie chez Vice, Feu Vice qui n'existe plus maintenant, mais qui de base est un média américain qui marchait aussi bien en France, et je me suis occupée du coup du service société, où à la fin je suis devenue du coup chef du service société, et je faisais en parallèle des vidéos, des articles. Là c'était trop bien parce que du coup je pouvais faire du long format, c'était du 15 000 signes, du 20 000 signes, donc pour les gens à qui ça parle pas les signes, parce que c'est vraiment un vocabulaire de journaliste, c'est des articles très longs, et on pouvait faire des vidéos de 20-30 minutes, j'ai pu faire des enquêtes, des choses où je me suis complètement éclatée, où c'était complètement différent du coup de la télévision, du JT. Et puis Vice a fermé, a fait faillite, comme malheureusement beaucoup de médias. On n'a pas trop compris pourquoi au départ, parce qu'en plus ça marchait très bien en France, mais c'est aussi des histoires en fait de boîtes américaines où en fait il y a eu des mauvaises gestions de l'argent, hein, tout simplement. Nous on en a fait les frais. Et à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que je fais en tant que journaliste. J'avais déjà écrit des bouquins, j'avais écrit une enquête sur le ministère de l'écologie. Est-ce que je veux écrire un nouveau bouquin? Est-ce que je veux aller dans un autre média plus traditionnel, sachant que du coup j'avais découvert vraiment la liberté d'être dans un média où il y avait vraiment plein de possibilités, je pouvais faire concrètement ce que je voulais. Et du coup on m'a proposé des postes, j'ai préféré un peu temporiser, faire presque aussi mon deuil de média, parce que c'était en vrai très difficile de perdre mon travail quand on aime son taf et sa boîte et ses collègues. Et en gros, il y a Simon Puech, du coup, qui m'a contacté, qui m'a dit « Je kiffais ce que tu faisais chez Vice, ça te dirait d'écrire pour moi parce que je travaille déjà avec un auteur qui est aussi journaliste. » Et c'est comme ça que j'ai mis vraiment le doigt dans YouTube, que je consommais déjà, mais où j'avais jamais écrit pour un youtubeur. Allez, je vais reprendre tout depuis le début. Au début, donc, journaliste terrain, voilà. Et là, juste pour bien comprendre, parce que c'est pas tous les jours que j'ai une ex-journaliste de terrain là au milieu avec moi. Tu disais, mon job, il était un peu frustrant parce qu'il faut aller très vite. Donc, comment ça se passe, hein? Tu es là avec ton micro, c'est toi qu'on voit devant la caméra, on va dire. Et puis, tu interviews des gens,
tu dois poser une voix, tu dois monter un sujet aussi très vite. C'est toi qui fais tout ça quand tu es journaliste terrain? Ça dépend des médias pour lesquels tu travailles, tu vois. Du coup, moi, j'étais pigiste, donc je travaillais pour plein de médias différents. Les grosses chaînes type France Télévisions, t'as des monteurs encore. On n'est pas sur un système de précarité à outrance où tu dois tout faire. En revanche, si tu travailles pour une chaîne d'info continue, par exemple France Info, qui était aussi chez France Télévisions, mais du coup, c'était plus petit parce que c'était pas France 2. Là, du coup, c'est toi qui es supposé monter. Pareil, si tu bosses pour BFM ou LCI, bah là, tu vas devoir monter. Mais en gros, concrètement, tu as une conférence de rédaction le matin, on décide des actualités et qui part sur quoi. Moi, je pars sur le terrain avec un JRI, donc un journaliste reporter d'image qui va filmer avec moi. Pareil, aujourd'hui, avec les économies de marché, des fois, ça arrive que tu partes tout seul avec la caméra. Tu as la caméra. En mode selfie. Exactement. T'as tout, en fait. T'as tout ton matos, en fait, même pour envoyer, tu vois, à distance. Là, des fois, c'est même quand même très compliqué de tout faire en même temps. Mais du coup, moi, j'avais le luxe quand même d'être reporter. Donc, moi, je m'occupais vraiment de caler, de convaincre les gens, de poser les questions. De l'angle, hein, aussi. J'imagine de travailler le sujet, l'angle, hein, comment tu l'abordes, hein, bien sûr. C'est ça. Ouais. Et après, je reviens à la rédaction, je fais mon montage, j'écris, je pose ma voix et puis c'est fini. Et puis malheureusement, des fois, c'est tellement de stress. On fait presque des indications de montage quand on est encore en voiture, on rentre du reportage parce qu'on ne sera jamais rentré à temps et on envoie tout ça du coup à la rédaction. Ça s'appelle une boîte noire parce que du coup, tu fais ta voix off sans rien du tout. Ok, alors ça c'est du journalisme, on va dire très chaud. Là on est actu chaude, etc. Puis après tu bascules du côté de Vice, hein, là donc tu l'as dit sur ces sujets société culturelle. Moi j'ai été un gros lecteur de Vice, j'ai adoré Vice, super. Je pense que c'était vraiment précieux à l'époque comme média, on va dire un peu alternatif, hein, avec un point de vue alternatif. Et là j'imagine que tu as une liberté éditoriale additionnelle, non? Ouais, complètement. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vraiment pu faire. Est-ce que c'est toi qui as fait des sujets sur telle secte, tel délire? Est-ce qu'ils avaient quand même un angle assez marrant? En gros, moi j'ai essayé, en tout cas à mon échelle, apporter le côté sérieux de Vice, tout en gardant ce ton décalé. C'est-à-dire que quand tu es une rédaction comme Vice, en fait, on attend de toi un ton décalé, mais je voulais qu'on implante un peu quelque chose de plus sérieux. Donc en gros, par exemple, quand il y a eu, tu vois, la guerre en Ukraine, je me suis dit, bon, bah évidemment, on va pas suivre la guerre en Ukraine comme on le fait, comme le font, tu vois, France Info, on n'a pas la force de frappe et on n'a rien à rajouter de plus. En revanche, tu vois, tu peux dire quel pas de côté je peux faire. Donc nous, évidemment, on avait des gens qui nous faisaient des photos magnifiques aussi depuis l'Ukraine et où on avait des très beaux reportages de guerre. Mais moi, par exemple, depuis la France, je m'étais dit, bah, les gens sont suffisamment cons pour harceler, tu vois, par exemple, les restaurateurs russes. Et je me suis fait une liste, il n'y avait que 10 vrais restaurateurs russes en France. Je les ai appelés 8 sur 10, tu vois, ils avaient eu leur vitrine pétée, ce genre de choses. Donc j'avais fait ce petit pas de côté. Et après, j'ai fait des enquêtes qui ont bien marché, notamment une qui était une enquête sur le trafic d'organes des Ouïghours. Et qui a mené du coup à une enquête de l'ONU. C'est le moment où on a commencé enfin à parler des Ouïghours. Donc l'idée c'était de faire des sujets en fait qui sont dans l'actualité, mais beaucoup moins à chaud et que tu pourras relire même un an après, ce sera toujours du coup prégnant. Ouais. Alors il y a un truc intéressant, c'est que tu parles de petits pas de côté, tu parles de trouver l'angle, etc. Ça, je trouve que c'est sans doute la force attendue d'un journaliste, c'est sa capacité à avoir une approche éditoriale, une narration. J'imagine, c'est aussi ce qu'on sont venus chercher au début Simon Puech, et puis après d'autres, Hugo Décrypte, Squeezie, Charles Villa, j'en parlais tout à l'heure. Toi, aujourd'hui, tu es journaliste, tu es encore journaliste, tu as toujours ta carte de presse, c'est ça? Pour l'instant. Ouais. Et tu travailles quasi exclusivement avec des créateurs de contenu. Ils viennent chercher quoi spécifiquement chez toi, ces youtubeurs? Je pense que ça dépend quand même de certains, tu vois, c'est pas tous les mêmes profils, mais en effet, il y a le côté trouver une idée. Je pense que quand tu es créateur de contenu, au bout d'un moment, en fait, tu satures un peu, tu vois, tu as cette impression aussi peut-être de te répéter, et du coup, avoir quelqu'un d'autre t'entourer de créatifs, d'auteurs, de journalistes, ça te permet d'avoir des visions, tu vois, différentes, et des fois d'avoir des gens qui vont te dire, bah, tu pourrais faire un sujet là-dessus, et en fait, il n'y a jamais pensé. Donc, je pense que c'est ce truc d'avoir quelqu'un qui va réfléchir pour toi à des idées où ils comprennent bien ta ligne éditoriale, mais en fait, toi, tu n'as plus le temps ou plus l'énergie de le faire. Et après, évidemment, il y a le côté écriture, narration. Tu vois, quand tu es journaliste, évidemment, ça fait partie de notre métier. Donc, on a cette double compétence. Et puis, cerise sur le gâteau, quand on est journaliste, on a vraiment appris à faire du fact-checking, à faire hyper attention aux infos qu'on donne. C'est aussi ça la différence avec le métier d'auteur en tant que tel. Il y a aussi des auteurs, de créateurs de contenu qui font un travail excellent, bien sûr, mais où des fois, ils n'ont pas justement tous les
tenants, les aboutissants de est-ce que cette info, je vais vraiment la mettre parce que je suis pas sûre à 100% que ce soit véridique, tu vois. Tu parlais de ligne éditoriale. Quand on travaille dans un magazine ou un média traditionnel, la ligne éditoriale, c'est une bible. Tu arrives, on te dit c'est ça la ligne éditoriale, elle est écrite, elle est formalisée et tu sais exactement c'est quoi le cadre. Donc tes idées, tu sais où elles doivent être, hein, et tu sais quand tu es en dehors de la ligne éditoriale du média. Est-ce que c'est la même chose pour un créateur de contenu? Est-ce que aujourd'hui, quand tu travailles à l'époque, hein, avec Simon Puech, avec Hugo, avec Squeezie, etc., est-ce que eux aussi, ils ont une ligne éditoriale formalisée? Alors, aucun d'entre eux m'a jamais dit « Ok, moi, ma ligne éditoriale, c'est ça. » Je t'envoie le PDF de 50 pages. Ouais. En revanche, quand on discute, quand c'est les premiers échanges de notre collaboration, forcément, ils me disent aussi, parce que eux, ils aiment bien comme sujet, ce qu'ils aiment bien traiter, etc. Et du coup, c'est à moi de déceler, ok, en fait, on va plutôt partir là-dessus, etc. Tout comme, par exemple, Simon, il me disait, moi, ce que j'aime bien, c'est les sujets un peu décalés, à la veille, c'est pour ça qu'il est venu me chercher, tu vois. Hugo, au contraire, il va être sur quelque chose de très neutre, de très journalistique, tu vois, où on va essayer d'être le moins humoristique. Le monde possible, des ados. Ouais. Moi, c'est la ligne édito que je vois. Des ados un peu plus grands, parce qu'ils ont vieilli avec Hugo, tu vois. Ouais. Comment tu interviens toi auprès de ces créateurs de contenu? Il me semblait avoir compris que les créateurs YouTube, comme tu l'as dit, ils avaient déjà bien souvent des auteurs. Voilà. Ça, je pense que tout le monde l'a un peu saisi. Est-ce que toi aussi, tu interviens juste sur l'idée, sur la narration, donc vraiment l'écriture? Est-ce que tu écris le texte du Facecam de Squeezie, par exemple? Est-ce que tu réalises l'enquête pour le compte du youtubeur? J'aimerais comprendre. Ça dépend vraiment des créateurs avec lesquels j'ai travaillé. En gros, tu vas en avoir certains où en fait, à un instant T, ils se disent j'ai vraiment juste besoin d'une idée. Tu vois, par exemple, ça a pu arriver pour Squeezie. J'ai besoin d'une idée, vite, on se dépêche. Et en gros, moi, j'essaye de fouiller dans les archives, etc. Par exemple, pour les sujets histoire, horreur, etc. Ça prend énormément de temps, tu vois. Je lui propose plusieurs pitchs. Il en choisit ou pas. Squeezie, j'ai fait le choix de plus travailler avec lui parce que il faut aussi faire des choix et qu'en fait je travaille avec trop de créateurs et en même temps plus moi ma création et du coup vu que c'était plus du divertissement que de l'info, actuellement je bosse plus pour lui, mais tu vois par exemple ça se passait comme ça. Je lui proposais des idées, il en sélectionnait une ou plusieurs. J'écrivais un premier script, tu vois, d'une quinzaine de pages, que j'envoyais à son autre auteur qui lui aussi mettait dans sa patte et lui remettait encore, tu vois. Alors que par exemple Simon, il a 2 auteurs, mais en fait on va chacun travailler sur nos sujets différents. Il me dit ok, tu me proposes quoi en ce moment? Je propose ça et ça. Ça peut être aussi bien un reportage. Si c'est un reportage, tu vois, dans ce cas-là, je vais lui caler les gens. Je vais essayer de convaincre les gens. Des fois, je vais sur le terrain avec lui, tu vois, pour l'accompagner dans les interviews. Des fois, je vais écrire le script où on va se le remettre en bouche ensemble, tu vois. Il va me faire relire pour vérifier si tout est nickel niveau info. Donc il y a vraiment une dimension de pré-prod quasiment à cet endroit-là, parce que tu gères aussi... on va dire quasiment au-delà de l'angle, au-delà de l'éditorial, quasiment de la logistique aussi. Après quand t'es journaliste, c'est ce que tu fais aussi, donc tu vois, c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et tu vois Hugo, là c'était 2 documentaires d'une demi-heure, donc c'était vraiment une piste de réflexion de Hugo qui me dit j'ai envie de faire des choses à l'étranger, tu vois, on a réfléchi au pays, je lui ai proposé des idées, je suis partie avec lui en Corée du Sud, tu vois, donc et pareil j'étais là dans le processus de montage, d'écriture, donc ça dépend vraiment de chaque créateur et aussi de ses attentes et aussi de ce qu'il produit en tant que tel, tu vois, les 4 entre Charles, Lucas, Simon et Hugo, ils font pas du tout la même chose. Est-ce que tu retrouves les mêmes logiques de travail d'équipe, c'est-à-dire une conférence des rédactions où on se pose des sujets, on se répartit des angles, en fait toi tu fais ça, toi tu fais ça, tu fais ça, est-ce que c'est le même fonctionnement? Pas du tout. Après je pense que chez Hugo, si t'es en contrat, tu vois, parce qu'il a quand même des journalistes en contrat, je pense que c'est le cas. Après moi, tu vois, j'intervenais vraiment sur 2 projets très spécifiques. Donc en gros, quand on se voyait, c'était vraiment des réunions en petits comités sur les prises de décision. Mais en revanche, tu vois, vu que lui, il fait vraiment, vraiment une vidéo tous les jours sur des sujets d'actu, oui, je suis persuadée qu'il y a des confs de rédac. Je le garantis pas parce que je suis pas en CDI chez lui, tu vois, mais j'en suis sûre parce que, en fait, aujourd'hui, Hugo, c'est un média en tant que tel. Bien sûr. Ouais. Quand tu écris pour Squeezie, quand tu écris pour Charles Villa, j'imagine que c'est pas tout à fait la même chose. Et là, je parle aussi de l'interprétation. Bien sûr. On connaît un peu ça n'a pas l'air d'être le même tout à fait le truc. Comment toi, est-ce que tu adaptes ton écriture
Parce que potentiellement, Squeezie, Charles Villa, alors c'est deux branches de YouTube un peu différentes. Potentiellement, tu pourrais arriver avec le même sujet, traité totalement différemment et aussi écrit totalement différemment. Comment est-ce qu'on fait quand on est journaliste, au-delà de la ligne éditoriale, pour adapter son écriture au format d'un créateur? Ouais, c'est une bonne question. En vrai, c'est de la schizophrénie. Hein. Franchement, je trouve ça un petit peu ça, tu vois, parce qu'il y a vraiment des moments où tu glisses une blague, d'autres fois où tu es tellement sérieux, tu vois. Ça. Mais après, de là à dire que, tu vois, ça pourrait être les mêmes sujets, potentiellement, ça pourrait, tu vois. Mais, tu vois, Charlie parle de sujets tellement sérieux, tu vois, que je vois mal, en tout cas, Lucas faire ça, parce qu'il est plutôt dans une logique, en tout cas aujourd'hui, de divertissement et en fait, d'aérer l'esprit des gens, qui est tout aussi noble et louable que Charles. Mais après, en gros, ce que j'essaye de me dire, c'est vraiment, je me mets dans la peau d'eux. Tu vois, en fait, en gros, je bosserai jamais pour un créateur que je consomme pas. Tu vois, tout simplement parce que je pense que j'arriverai pas assez justement à me mettre dans sa peau. Donc en gros, je vois un petit peu comment ils parlent, tu vois, leur tic de langage, qu'ils ont tendance aussi à mettre dans leurs vidéos, leur manière de faire, de penser, et j'essaye de coller au mieux possible, tu vois. Des fois, je fais des blagues pour Simon, des fois il garde pas, tu vois. Mais quand il garde, c'est que je me dis, ok, j'ai quand même compris comment il pensait, tu vois, et je suis contente. Donc Squeezie, j'ai cru comprendre que tu avais travaillé sur ces threads d'horreur, c'est ça? Et sujet histoire, ouais. Ouais, et Charles Villa, là on est sur l'investigation pure, hein, on en reparlera. Pour Squeezie, comment tu équilibres le besoin de rebondissement, de divertissement, hein, de maintien du watch time, hein, parce que c'est quand même un des gros sujets, et on sait que là, t'as sans doute l'un des meilleurs du YouTube game à cet endroit-là, hein, sur cet exercice. Comment tu équilibres ça avec l'exigence, on va dire, de la véracité des faits, la déontologie journalistique qui oblige peut-être à avoir un rythme différent? J'imagine que ça, c'est un grand écart complexe. Ouais, en tant que journaliste, c'est toujours dur. Ça commence déjà par le choix de sujet, tu vois, où en gros... j'essaie toujours de me dire c'est un sujet qui veut dire quelque chose, c'est pas juste ok t'as un arnaqueur et puis on va raconter l'histoire d'un arnaqueur, après c'est peut-être juste moi et moi-même, tu vois, on n'en a pas parlé avec les créateurs de contenu avec lesquels je travaille, tu vois, que ce soit Simon ou Lucas, où les deux ils peuvent faire des sujets un peu histoire sur des arnaqueurs, mais l'idée c'est d'avoir un propos, tu vois, de raconter, tu vois, ok bon cet arnaqueur là en fait il démontre en fait un système, tu vois, financier américain, on le dit pas, tu vois, mais en fait faut pas que ce soit juste un mec tu vois, lambda, et en fait les gens ils vont se lasser, et en plus de ça en fait tu racontes quoi derrière, il y a aussi ça, tu veux pas faire le nouveau détective en mode YouTube, quoi. C'est ça, il y a l'intention qu'il y a derrière, tu vois, pareil sur les sujets horreur, c'est super dur parce que en gros on veut pas raconter un truc trash pour raconter un truc trash, tu vois, en tout cas c'est pas l'objectif, et tu vois, tu te dis bon bah est-ce que la personne s'en est sortie, est-ce qu'il y a une morale, tu vois, donc t'essayes de sortir ça, et après sur le côté storytelling, des fois tu vas commencer par la fin parce que en fait du coup c'est tellement choquant, tu vois, tu te dis bon bah waouh, j'ai envie de savoir tout ce qui s'est passé avant. Et au contraire, par moment, tu commences par le début parce que du coup, t'as un mystère où la personne t'arrive à capter son attention et tu restes, tu la gardes jusqu'au bout, tu vois. Donc pour le coup, chaque histoire est complètement différente. J'essaye de me dire, est-ce que je la regarderai cette vidéo, tu vois, et est-ce qu'il n'y a pas un moment, tu vois, de mou où je me dis bon, je vais m'ennuyer, ce genre de choses. Et en tant que journaliste, en effet, c'est hyper important de te dire, ok, ces infos-là, est-ce que je suis pas en train de trop les grossir, tu vois, est-ce que je suis pas en train de faire too much pour justement la narration, tu vois. Il y a quelques semaines de ça, il y a le youtubeur Seb Lafrite qui s'est retrouvé dans un bourbier, hein, je pense que tu as suivi ça, suite à une vidéo d'un autre youtubeur qui s'appelle G1000 g. Et Seb Lafrite, il a produit un contenu dans lequel il parle de lunettes qui sont censées aider les personnes dyslexiques, etc. Et il se trouve qu'en fait, ces lunettes, il n'y a rien qui avère qu'elles marchent vraiment. En gros, c'est un scam. Et lui, il a été contraint de s'excuser et puis de reconnaître qu'il n'avait pas suffisamment vérifié ces informations. Est-ce que toi, tu as l'impression que les youtubeurs, ils sont aujourd'hui plus surveillés qu'avant et ils doivent davantage fact-checker ce qu'ils racontent? Carrément. Pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est les premiers vecteurs d'information, tu vois. C'est pour ça que je trouve ça aussi intéressant en tant que journaliste de travailler à leur côté. C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand même, ils se rendent compte de l'impact de ce qu'ils racontent, tu vois, sur notamment les jeunes générations. Et en fait, ils peuvent pas se permettre de raconter n'importe quoi. En tout cas, pour moi, c'est une évidence, surtout quand tu es suivi par des millions d'abonnés. Après, c'est évident que l'erreur est humaine.
Tu vois, donc tout comme les médias, des fois tu as des gens, tu vois, tu as l'AFP qui est supposée être la meilleure agence de presse au monde. Des fois, ils se font avoir. Hein. Des fois, ils se sont fait avoir, ils ont sorti des grosses conneries alors qu'ils ont quand même des milliers de journalistes à travers le monde, tu vois, qui vérifient énormément. Donc, je suis toujours partisane du l'erreur est humaine. En revanche, c'est hyper important que tous les créateurs de contenu prennent conscience aussi de l'impact qu'ils ont et en fait que tu peux pas te permettre en fait de pas vérifier ce que tu racontes. Tu penses qu'ils sont nombreux aujourd'hui à le faire? Enfin, tu sais s'ils sont nombreux aujourd'hui à être plus attentifs là-dessus, ou est-ce que objectivement à l'heure des IA, ouais, vas-y, je balance à ChatGPT le script des 5 dernières vidéos, je lui dis trouve-moi des idées et puis c'est pas grave, je fact-check pas, après tout, je fais du divertissement. Je pense que tous les gros aujourd'hui ils font gaffe. Ouais. Parce qu'ils savent en fait que non seulement t'as les viewers, t'as leurs abonnés et en plus t'as les journalistes derrière. Donc en fait, les journalistes les rateront pas, tu veux dire. Bien sûr, ils vont les allumer. Ouais. Donc en gros, il y aura toujours quelqu'un pour vérifier et pour te rattraper, même des fois 1 an après, tu vois. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont quand même aux aguets. En revanche, tu vois, il y a aussi toute la question, tu vois, des partenariats, ce genre de choses. Par exemple, je parlais de Simon Puech. Simon, il a fait une vidéo hyper intéressante où il voulait démontrer aujourd'hui que tu as plein de créateurs de contenu qui n'ont pas de scrupules et en fait, il leur a fait vendre du poison en sponsor, tu vois, en fait, parce que juste dans les ingrédients, c'était du poison, la boisson qu'il leur faisait vendre. Et en gros, t'en as encore plein qui le font, tu vois, qui vérifient pas du tout parce qu'ils ont le petit chèque et puis basta. Ouais. Cette collaboration youtubeur-journaliste, j'imagine qu'elle embarque pas mal de défis. Est-ce que toi, on l'a dit, tu as un parcours, tu sors d'une école pendant des années, on t'a expliqué c'était quoi la déontologie journalistique, peut-être même qu'on t'a fait signer avec ton sang des documents qui t'obligent à être extrêmement précise, déontologique, à sourcer, à protéger tes sources, à être... voilà, on connaît un peu tout ça. De son côté, le youtubeur, il n'a pas fait... son job, c'est de divertir, point barre. C'est pas de faire de l'information. Comment ça se déroule concrètement les discussions pour intégrer cette rigueur journalistique dans un contenu qui doit être aussi fun et différent? Écoute, dès que je vois quelque chose qui, pour moi, en fait, ne marche pas, je le dis, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, en conversation, de dire non, ça, tu peux vraiment pas le garder parce que, en fait, on n'a aucun moyen de le vérifier. Et du coup, il y a la question de est-ce que je me base juste sur le témoignage, par exemple, de quelqu'un, ou est-ce que ce témoignage de quelqu'un, on peut le vérifier, tu vois, un minimum. Moi, je préfère quand même que tout soit fact-checké, surtout, tu vois, quand tu travailles avec des youtubeurs. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, en cherchant, par exemple, des témoignages. Je sais pas, par exemple, je pense à Simon, on avait fait une enquête, tu vois, sur les dérives de la chirurgie esthétique à l'étranger, tu vois, notamment les gens qui décèdent ou qui ont des problèmes parce qu'ils partent en Tunisie, n'importe comment. Et en gros, forcément, des fois, je fais des appels à témoignages et je vois bien qu'il y a des gens, en fait, je me présente comme journaliste qui travaille pour tel youtubeur, tu vois, en tant que pareil journaliste au niveau de la déontologie, tu es supposé montrer patte blanche et dire pour qui tu travailles. Mais je suis direct hyper attentif parce que je sais que tu vas avoir aussi des gens qui vont avoir envie de te piéger ou de raconter n'importe quoi ou d'attirer ton attention, tu vois. Donc, est-ce que ça t'as le même problème quand t'es journaliste, ou est-ce que le fait d'être journaliste pour le compte d'un youtubeur, ça attire aussi, on va dire, des personnalités un peu troubles qui veulent se montrer, qui se disent je vais avoir l'occasion peut-être de voir du coup Charles Villa ou de voir Squeezie de plus près. Est-ce que t'as ça aussi? En tant que journaliste, dans tous les cas, tu as des gens qui essayent de piéger aujourd'hui le monde des médias pour montrer qu'on fait mal notre travail. Okay. Donc il y a eu plein d'exemples ces dernières années. Le plus connu en date, c'était un mec de Valeurs Actuelles, j'ai envie de te dire bien fait pour lui, qui s'est fait gauler parce que en fait, il avait juste chopé un tweet d'un mec qui disait oui, c'est l'horreur, je suis prof d'histoire et en gros, je peux plus parler de la Shoah à cause de mes élèves, avec une sorte de photo d'une table de classe où il y avait écrit des trucs en arabe. Et en gros, le mec de Valeurs Actuelles s'en est saisi, a fait l'interview au téléphone de ce gars et on a fait une double page, vraiment regardez et tout. Et 2 jours après, le mec sur Twitter dit j'ai piégé Valeurs Actuelles. Parce qu'en fait, le mec n'avait pas du tout fait son travail en tant que journaliste. C'est-à-dire qu'il avait juste dit c'est un prof dans un lycée à Strasbourg. Quel lycée, vérifie, ce genre de choses. Mais des fois, du coup, tu as l'air très parano en tant que journaliste. Moi, je suis ultra parano parce que j'ai toujours cette peur de qu'est-ce que la personne me veut en tant que journaliste, tu vois, parce que des fois, c'est toi qui vas les chercher, mais des fois, c'est aussi eux qui viennent à toi. Donc, est-ce que c'est un lanceur d'alerte ou est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de te piéger ou envie de faire passer une information? Donc, c'est hyper intéressant de se poser toutes ces questions-là et de vérifier. Et après, sur YouTube, je pense que c'est accentué.
parce que, tu vois, justement, c'est des gens connus, c'est des créateurs de contenu. Donc, il y a plein de fois où, en gros, j'ai des gens qui remplissent, on va dire, la case de « Ok, ce témoignage-là est intéressant, mais je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, je ne peux pas tout vérifier, donc en fait, j'abandonne et je passe à autre chose. » Est-ce que tu peux te retrouver aussi parfois dans des quiproquos, j'imagine quand je fais du divertissement, volontairement, je vais avoir besoin d'utiliser un certain nombre de ressorts qui sont des ressorts de divertissement. Alors soit de cliver mes audiences, faire un versus, quoi, c'est assez classique comme format, soit évidemment d'exagérer, de grossir le trait. Ça, ni l'un ni l'autre, ça a l'air d'être très journalistique ou déontologique de mon point de vue. Comment toi tu gères ça aujourd'hui quand tu écris pour le compte d'un créateur de contenu, parce que ce sont deux ressorts tout à fait classiques quand on produit du contenu en ligne aujourd'hui. Même moi, tu vois, sur ma prochaine vidéo, tu vois, je me pose la question de comment tu fais ton hook, tu vois, le début de ta vidéo, où en gros... Même la vignette, tu vois, qu'est-ce que je dis dans ma vignette pour qu'elle attire l'attention. C'est ça, et en même temps, tu vois, je pense qu'il y a plein de mes confrères et consoeurs, ils diraient, Justine, c'est pas terrible, tu vois. Donc au bout d'un moment, il faut aussi rentrer dans le format qui est le format YouTube, sans pour autant faire n'importe quoi et raconter n'importe quoi. Mais en effet, des fois, pour le principe du storytelling, t'es obligé, tu vois, en tout cas au début, des fois de laisser supposer quelque chose, et après, en fait, je le rattrape, et je dis, en fait, c'était pas ça, mais c'était ça, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment, des fois, de grossir les traits, mais tu te dis plus tard que t'avais grossi les traits, dans l'objectif de cette narration. Comme la bande-annonce d'un gros blockbuster. D'un gros blockbuster, t'en rajoutes un petit peu. Les créateurs, eux, de leur côté, est-ce qu'ils sont conscients des implications juridiques d'un bug, tu vois, ce qui risque, tu vois, sur la diffamation, fausse information, etc. Est-ce qu'ils voient ce que ça implique de grossir les traits ? Est-ce qu'ils le savent ? Est-ce qu'ils en ont conscience de ça ? Je pense que ça dépend. En tout cas, moi, dès que je vois qu'il peut y avoir un souci, j'en parle. J'en parle, j'explique, je dis bon bah ça il y a un risque, etc. Cette personne elle peut te poursuivre. Je parle notamment du droit à la réponse qui n'est pas quelque chose d'évident dans la tête des créateurs de contenu mais qui est très évident dans la tête des journalistes. Récemment, c'est quel podcast, comment il s'appelle Guillaume Play qui a fait un droit de réponse de Dieudonné, je crois, qui a fait un énorme dilemme, il s'en est pris plein la gueule. Est-ce qu'il avait obligation de le faire, pas obligation de le faire ? Tu vois, la question s'est posée. Oui, bien sûr. Bah, en fait, le droit de réponse, il est obligatoire si quelqu'un, par exemple, est incriminé dans ce que tu racontes, ce genre de choses. Après, c'est à toi de voir sous quel format. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas avoir des médias, ils ont un droit de réponse. En fait, ils vont faire juste 1500 signes à l'écrit. Voilà, machin nous a dit ça, c'est bon, t'es tranquille. Et après, Guillaume Play, je pense que probablement qu'il en a profité. Il s'est dit, bon, bah voilà, quitte à faire un droit de réponse, je vais faire un truc qui J'ai va l'occasion. Peut-être un bad buzz, mais qui fera quand même un buzz, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais même Hugo, dernièrement, sur l'affaire Sterrin, tu vois, et le crayon, bah, sur l'une de ces infos, tu vois, du jour, t'as eu une réponse d'un des fondateurs du crayon, et du coup, ils ont répondu, on va vous faire un droit de réponse, tu vois. Oui, donc Sterrin, on va en reparler tout à l'heure, qui est donc un milliardaire français qui finance un certain nombre de médias en ligne, y compris d'extrême droite, et qui effectivement est associé, en tout cas à des parts dans un média qui est peut-être un peu plus traditionnel, qui s'appelle Le Crayon, un peu plus positif, on va dire. Et donc ça fait un petit peu de bruit. Ok, j'aimerais, tout à l'heure tu parlais des gens que tu sources pour le compte des youtubeurs, que tu vas créer, les témoins qui participent à tes enquêtes, etc. Tu disais que tu étais très attentive à ça. Et tu disais, parfois ils viennent à moi. Et moi, en tant que journaliste, j'ai une forme de méfiance. J'aimerais qu'on parle des attachés de presse. Parce que l'attaché de presse, alors pour vous, celles et ceux qui nous écoutez, l'attaché de presse, qu'est-ce que c'est ? Il travaille pour une agence et son travail, c'est de placer des marques, c'est de faire en sorte qu'on parle de la marque ou qu'on parle de certaines personnalités dans les médias traditionnels ou les médias en ligne. Et ben du coup, il prend contact et il propose des sujets, il propose des angles à des journalistes en leur disant, tiens, il y a le Tour de France prochainement, ça serait vachement chouette que tu viennes avec moi et que tu rentres dans la 2 chevaux de cette célèbre marque de saucisson. Je te ferai visiter le Tour de France. Je te demande pas de parler de la marque, mais tu seras dans un univers de marque, donc tu en parleras obligatoirement. Toi, j'imagine que tu es sollicité aussi par des attachés de presse. Comment tu les reçois, ces gens-là ? Comment ça marche, en fait, votre relation ? Alors, journaliste, attaché de presse ? Très honnêtement, et je pense que la plupart des journalistes répondraient ça, c'est qu'en fait, la majorité des mails d'attachés de presse finissent à la poubelle avant même d'avoir été lus ou ouverts, tu vois. Parce qu'on est vraiment sursollicité.
je pense que, tu vois, des mails d'attachés de presse, j'en reçois 50 par jour, tu vois. Donc en fait, c'est trop. En revanche, un bon attaché de presse, c'est un mec qui a compris ce que tu faisais et qui en effet te force pas la main, ce genre de choses. Je pense par exemple à Charles, où tu as notamment une maison d'édition qui a compris que Charles, de temps en temps, il faisait des podcasts, d'interviews, tu vois, de gens vraiment dans l'univers, tu vois, forcément de la géopolitique, de l'international. Et ça marche bien, tu vois, parce qu'ils vont nous dire, il y a un tel qui sort un livre sur tel sujet prochainement, mais c'est une personne qui est hyper intéressante et qui a quelque chose à raconter. Là, pourquoi pas, tu vois. En revanche, souvent, on nous prend un peu pour la publicité ambulante gratuite. Tu vois. Ouais, là, donc t'es pas contre que de temps en temps on te propose des choses s'ils sont en cohérence avec la ligne éditoriale. C'est ça. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'attachés de presse qui comprennent pas ce truc et qui envoient à tout le monde. Et en fait, ils achètent même en fait vraiment des documents où il y a des centaines et des centaines de mails de journalistes et ils trient pas. Ouais. Est-ce que je peux tu m'excuses Justine, j'en profite. Nous aussi, on est dans l'Argus de la presse. Nous aussi, on reçoit tous vos CP là. On en a marre. Voilà, je préviens. Et comme Justine, il passe aussi la plupart à la poubelle. Donc, toi, Justine, tu as travaillé avec Hugo Décrypte. Voilà. Hugo, il n'est pas journaliste. Il n'est pas journaliste parce que en fait, tu ne peux pas avoir ta carte de presse et être aussi à la tête d'un média. Ça, en tout cas, c'est la règle au niveau de la carte de presse. Tu peux avoir la carte de presse en tant que président de média, tu vois, mais du coup, il n'est pas considéré comme journaliste. Il est vraiment à la tête d'un média. Oui. Et il y a des journalistes dans son média. Et lui, c'est ça la nuance. Donc, il n'est pas journaliste, il fait du média. Il est à la tête d'un média qui s'appelle Hugo Décrypte et pendant longtemps, il s'en est pris vraiment plein la tronche. Complètement. Par les vrais journalistes d'actualité, par tes confrères, tes consoeurs, qui voyaient chez lui finalement un curateur d'actualité, pas un journaliste. Un mec, il agglutinait des trucs qu'il a trouvés sur Google Actu. Et aujourd'hui, il est en pleine bourre. Hugo Décrypte, c'est impressionnant. Il interviewe des chefs d'État quand même, c'est ce qui est spectaculaire. Et pourtant, il n'est toujours pas journaliste. C'est quoi qui a changé finalement ? Alors tu vois, quand on dit il n'est pas journaliste, moi je pense qu'il fait un travail de journaliste. C'est juste qu'en fait, techniquement, dans le milieu, on dit qu'il n'est pas journaliste. Mais pour moi, il fait beaucoup plus du journalisme que quelqu'un qui va avoir sa carte de presse et qui travaille chez Télé 7 jours. J'ai rien compté 7 jours. Mais tu vois, pour moi, c'est... Enfin, il a complètement compris les codes et il est journaliste. C'est juste que techniquement, il l'est pas. Après, en effet, moi, je l'ai vécu. Je me souviens vraiment, quand j'étais en école de journalisme, ça trachait Hugo Décrypte, mais à tout va, en disant, en fait, il fait rien, il fait juste que récupérer des infos et il les rebalance. Ce que font la majorité des médias. Déjà, il y a plein de médias, ils se basent là-dessus aussi. AFP, tout simplement. C'est ça. Et en fait, Hugo, il a compris un truc, c'est qu'il est parti sur une plateforme sur laquelle n'étaient pas tout simplement les médias. Il a compris qu'il fallait aussi l'incarner et rien qu'avec ça, en fait, il a devancé tout le monde. Et aujourd'hui, il a beaucoup plus de moyens que de gros médias. Tu vois. Et qu'est-ce qui fait qui a changé ? Est-ce qu'il est moins décrié, Hugo, y compris par les journalistes, qui plutôt à la rigueur font des portraits élogieux sur lui en disant wow, incroyable cette réussite d'Hugo Décrypte. C'est quoi qui a changé du côté des journalistes ? Je pense déjà c'est la pérennité. C'est-à-dire que Hugo, au départ, il a commencé, il était tout seul, tu vois, après ils étaient 2-3. Maintenant, ils sont toute une grosse équipe d'une trentaine de personnes. Ça marche. Tu vois, forcément, tu vas moins cracher sur quelqu'un qui fonctionne dans la durée. Et puis, en fait, on voit aussi les effets bénéfiques, c'est que... Et je trouve qu'aujourd'hui, ce serait quand même relativement hypocrite de la part d'un journaliste ou d'un média de critiquer Hugo, alors qu'en fait, c'est probablement lui qui lutte le plus contre la désinformation. Est-ce que tu crois que c'est lié aussi tout simplement à l'hégémonie aujourd'hui des formats et des endroits sur lesquels il s'est installé, Hugo Décrypte à l'époque où il le fait, tu as encore, on va dire, les médias traditionnels qui sont très puissants, mais aujourd'hui, ils ont pris un peu du plomb dans l'aile, et en face, tu as YouTube qui a dépassé la télévision en termes d'audience, qui, je ne sais plus quel est le chiffre, mais il y a, je crois que c'est 1 sur 5 adultes en France ou de plus de 30 ans qui s'informent sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même impressionnant. Est-ce que tu penses que ça y est, ça a été digéré et que les journalistes ont compris qu'en fait l'info elle s'était déplacée, elle était ailleurs ? Oui, je pense. De toute manière, en fait, t'es un média qui n'est pas présent sur les réseaux sociaux, t'es mort aujourd'hui, tu vois. Donc ça l'était pas en fait quand Hugo s'est lancé. Et au fur et à mesure, du coup, t'as une dépendance presque de la part des médias aux algorithmes, aux réseaux sociaux, qui peut être quelque chose aussi de très vicieux. Et je pense que maintenant il y a carrément des services, tu vois, au monde. Tu vas avoir un service de vidéo verticale, ce genre de choses. T'as eu un service Snapchat à l'ancienne, tu vois. Et à l'époque, tu vois, être journaliste dédié à un réseau social,
c'était pas vraiment du journalisme, alors qu'en fait ça en était, tu vois. Donc maintenant aussi, il y a des journalistes qui vieillissent, qui ont grandi avec ça, donc je pense qu'il y a moins de méfiance et aussi de vieux cons. Aujourd'hui, toi, Justine, justement, t'es enseignante. T'es enseignante en école de journalisme, ça se passe à Lille et à Paris 8, c'est ça? C'est ça. J'ai vu sur ton LinkedIn, tout simplement. Comment est-ce que les écoles de journalisme, elles ont évolué? Comment et surtout elles intègrent, on va dire, l'écosystème YouTube, les créateurs de contenu dans leur programme? Je trouve que c'est quand même assez vertueux. Après, à l'ESJ Lille, c'est une des écoles qui vraiment fait des refontes de maquettes très très régulièrement pour en fait s'adapter aux demandes des médias. Et par exemple, en fait, le fait de me lancer sur TikTok, enfin juste de télécharger l'appli, c'est l'ESJ Lille qui m'a fait télécharger l'appli, tu vois. C'est-à-dire que, bon, c'est il y a un moment maintenant, c'était il y a 5-6 ans, mais en gros, je devais m'occuper d'un cours, en fait, c'était du reportage, et les élèves devaient le faire en version numérique comme ils voulaient, y compris TikTok, tu vois. Et pour le coup, c'était l'une des premières écoles à faire ça. Ils ont justement, tu vois, une session Twitch, ce genre de choses, donc ils s'approprient vachement tous les nouveaux codes. Et ils essayent même d'aller en amont en se disant ok, on va faire une réflexion sur l'IA, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, je trouve que les écoles de journalisme, elles sont vraiment au fait de ça. Après, ça dépend, t'en as certaines qui vont être forcément un peu plus réticentes en disant on reste sur le beau journalisme, parce que c'est une expression vraiment de journalisme, de la presse écrite, la télé, la radio. Mais aujourd'hui, là où il y a du travail et là aussi où il y aura probablement de l'avenir, j'espère pour la presse écrite qu'il y en aura encore, tu vois, mais ça passe par les réseaux sociaux. Est-ce que l'opportunité de collaboration avec un YouTuber ou un créateur de contenu, est-ce que maintenant c'est un parcours qui est identifié, toi, par les élèves que tu croises? En tout cas, on m'a déjà fait intervenir dans plusieurs écoles de journalisme pour en parler, parce que c'est un point qui est intéressant. C'est quelque chose qui est relativement nouveau. Je crois qu'on est 2 journalistes à faire ça, voire 3, c'est tout, en France. Donc vraiment, c'est le début. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment, on va dire, avancer avec le temps, dans le sens où beaucoup de créateurs de contenu font appel à des auteurs. Maintenant, les créateurs de contenu se disent « Ah oui, c'est vrai que les journalistes aussi peuvent être des auteurs. Ils peuvent aussi me faire presque plus qu'un auteur, puisqu'on va faire aussi évidemment des interviews, des reportages. Alors qu'un auteur, ça va vraiment être le côté storytelling, qu'on a un peu moins que ça, il faut le dire, mais je pense que les journalistes vont de plus en plus, en tout cas, faire partie intégrante, tu vois, des réflexions et des créations, tu vois, des youtubeurs. Ouais, d'autant plus qu'il y a des formats qui sont en train d'exploser sur YouTube. Je pense au format investigation, c'est impressionnant. Il y a maintenant une offre prolixe, il y a quasiment, je pense qu'il y a beaucoup plus de prod, enfin ça ressemble à un Netflix aujourd'hui, YouTube, à cet endroit-là, et je pense au format de Sivkien, par exemple, Gaspard G, etc., qui sont vraiment des formats d'investigation. Qu'est-ce qui explique selon toi le succès des chaînes YouTube de documentaires d'investigation? Je pense qu'en fait ça a toujours intéressé les gens, sauf qu'aujourd'hui les documentaires à la télé, ça fait un peu vraiment le documentaire à la papa, avec la fameuse voix que je peux te faire, tu vois, parce que justement je suis passée vers la télé. Du coup t'as ce truc où les gens ils se retrouvent pas en fait dans ces formats-là, alors qu'en fait sur YouTube tu vas te retrouver avec un documentaire avec quelqu'un que tu suis, t'as de l'incarnation, ça c'est ce que les gens veulent de plus en plus. T'as des sujets aussi qui parlent aux jeunes, tu vois, où en gros ça va peut-être pas forcément être l'enquête que tu vas retrouver sur Arte, mais au contraire une enquête qui va te parler à toi, tu vois, je sais pas, sur les sugar babies, ce genre de choses. Donc il y a l'adaptation en termes d'angle, tu vois, qui parle aux jeunes, et plus le format qui est plus moderne. Justement, cette fameuse voix-là, pourquoi, comment se fait-il encore qu'en télé, cette voix, elle soit aussi omniprésente? Franchement, déjà, moi, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver, cette fameuse voix, tu vois. Elle ça annonce cette manière de... c'est trouver sa voix en plus, alors qu'en fait, finalement, le but, c'est qu'on ait tous la même voix, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, je suis invitée au Super Daily, tu vois. Genre, en gros, c'est hyper... D'ailleurs, c'est assez rigolo, les IA génératives de voix, ils piquent un peu ce truc-là. Je sais pas si t'as remarqué. Ils essayent de faire des ondulations qui semblent pas naturelles. En fait, je pense que le truc, c'est qu'on n'est pas d'âge dans nos voix. Donc, on est tous remplaçables. Et, c'est ça l'idée, d'accord, que ça soit justement pas trop incarné finalement. C'est un peu l'inverse, ce qui est du coup à l'opposé de ce qui marche sur YouTube. Et puis après, je pense que c'est ce truc d'essayer de parler à tout le monde, notamment aux vieux, donc il faut bien articuler, tu vois. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment surfait. Et j'ai travaillé, tu vois, pour des médias type Arte, où au contraire, tu vois, ils te disaient chill, tu vois, tu peux avoir un peu plus ta voix, il n'y a pas de problème du moment que tu articules bien, tu vois. Mais c'est quand même... très surfait ces voix. Ça c'est assez rigolo. J'imagine que dans d'autres pays, pareil, il y a des voix typiques de télé avec d'autres trucs. Mais surtout, moi ce que je t'invite à faire, c'est tu vas sur l'INA et tu regardes les JT, tu vois, je sais pas, des années 90, rien à voir. C'est pas la même voix de journaliste. Selon les époques,
Il y a dans tous les cas une voix hyper standardisée, mais qui n'est pas la même. Et ça, franchement, ça à mourir de rire, parce que des fois, c'est vraiment. C'est assez rigolo, mais remarque, sur YouTube, il y a aussi ça, le fameux oui. Cette espèce de manière de parler avec énormément d'enthousiasme de tous les sujets, etc. Donc, bon, en fonction, je vais dire, de l'attention qu'on sait de capter, de travail sur la rétention. J'imagine que cette voix, elle joue aussi dans les programmes télé, de dire, c'est un moyen de capter l'attention, de le maintenir. Bon. Toi aujourd'hui, Justine, donc tu as lancé ta chaîne personnelle. Voilà, ça y est, t'as passé le cap, le cran d'après, t'as plongé. Il y a quelques mois, t'as lancé ta propre chaîne YouTube, ça s'appelle Justine Rex avec 2X. Voilà, c'est ça, hein? Ouais, alors, mais tu peux taper Justine Rex, tu tombes dessus. C'est juste qu'en gros, il y avait déjà Justine Rex qui était pris, je ne sais pas d'où. mais en gros, si tu tapes Justine Rex, même avec Justine un seul X, tu trouves. Tu y produis justement des documentaires d'investigation, très documentés. C'est un vrai travail de journalisme, pour le coup. C'est quoi qui t'a poussé aujourd'hui à passer, on va dire, de l'autre côté de la caméra? Je pense que c'est quelque chose auquel je pensais depuis un moment, parce que j'adore YouTube et que j'étais consommatrice de YouTube. Et en fait, le fait de travailler au contact de YouTubeurs, je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Alors, c'est évidemment extrêmement difficile et on pourra en parler, mais je me dis, mais en fait, c'est un moyen de regagner un peu mon indépendance en tant que journaliste, tu vois, de faire des sujets qui me font kiffer, les faire comme je veux. Si un sujet, tu vois, pour moi, vaut 20 minutes et pas 2 minutes, tu vois, à la télé, je peux le faire. Et c'est tout ça, tu vois, qui m'a vachement enthousiasmée dans le fait de me lancer sur YouTube. Après, c'est évidemment super stressant de se lancer, surtout tu vois en 2025, tu dis je me lance sur YouTube, ok, t'as 30 ans de retard, j'exagère évidemment, mais du coup au ça... moins 10 en tout cas, ça c'est sûr. Voire plus quoi. Mais en fait ça fait forcément très peur, mais c'est excitant. Tu vois. Tu as sorti une première enquête passionnante dans laquelle tu enquêtes sur le trafic de viande de singe en France. Voilà, j'ai trouvé ça assez chaud, à vrai dire. je l'ai regardé, c'est assez glaçant. Et ton enquête, elle t'amène dans des endroits louches, avec des personnes louches. Il y a de la caméra cachée. Voilà, c'est une vraie investigation de terrain, on va dire. Est-ce que tu penses que ton statut de journaliste, il te permet d'aller plus loin dans tes investigations que si tu étais une simple youtubeuse? Alors déjà, je pense que ça m'ouvre des portes. Parce qu'en gros, par exemple, dans cette enquête-là, je suis notamment allée voir les douanes françaises, que j'avais déjà interviewées par le passé. Et en gros, évidemment, tu vas les recontacter, ils te connaissent en tant que journaliste. Aujourd'hui, tu tapes mon nom, t'as pas youtubeuse qui sort, t'as journaliste, t'as mon livre sur le ministère de l'écologie qui sort. Donc en fait, il y a tout un truc où en fait, dans la tête aujourd'hui de plein de gens, youtubeur égale pas sérieux. Et si tu veux aller interviewer des institutionnels, des gens, tu vois, qui ont pas le temps, en fait, c'est vrai que se présenter comme journaliste, des fois, ça aide. Pour Charles Villa, c'est plus dur, ça, pour lui? Qui n'est pas journaliste, Charles Villa? Si, il bosse pour Brut, tu vois. Ah oui, pardon. Et de base, il est reporter de guerre pour Brut. Donc en gros, Charles, donc là, il utilise aussi cette carte-là de journaliste. Pour le coup, il n'a pas de souci, tu vois. Et est-ce que d'une certaine manière, tu as une forme de protection légale du fait d'être journaliste? Tu vois la différence peut-être de monsieur, madame, tout le monde qui se dit je vais faire une investigation sur la viande de singe ou la viande de brousse, ou au contraire, est-ce que tu as des obligations légales, comme par exemple protéger tes sources? J'ai envie de te dire les deux. Évidemment, protection des sources. Par exemple, tu me parles de caméra cachée. Du coup, sans spoiler la vidéo, à un moment, du coup, on va voir en fait des vendeurs du coup de viande de singe à Paris. Et mon objectif, c'est évidemment qu'on puisse pas les retrouver. Tu vois, l'idée, c'est de montrer que ça existe. Tu vois, c'est pas de dire à la police, regardez, ils font ça. Tu vois. Donc, en gros, je me suis maté seconde après seconde, en plus de flouter, tu vois, parce que flouter, c'est seconde après seconde. C'est pas la boutique ou la rue. Exactement, tu vois. En gros, il y a des gens qui pensaient que, par exemple, la rue juste avant, c'est cette rue-là, sauf qu'en fait, non, c'est la rue genre 20 minutes avant, tu vois, où on marche énormément. Donc, en fait, j'ai vraiment fait hyper gaffe à ça. Et ça m'importe vraiment en tant que journaliste de me dire ok, toutes les personnes que j'ai dans mon reportage, je les ai vraiment on va dire protégées au maximum, quitte à ce que des fois je me dise ça on le met pas parce qu'en fait c'est trop chaud pour la personne, tu vois. Ce sujet de protection des sources, est-ce que c'est juste de la déontologie journalistique ou est-ce qu'il y a un cadre légal? Alors, en gros, légalement, la personne, elle peut te reprocher d'avoir filmé, tu vois, de l'avoir filmé à son insu.
Ça, en effet, elle peut complètement te poursuivre. Après, le côté protection des sources, si demain, tu as quelqu'un qui te dit « Ok, j'ai cette info, je vais te la donner, etc. », qui te donne en fait délibérément une info, sauf qu'en fait, du coup, par exemple, elle va être licenciée par son employeur parce qu'il y a faute grave, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas se retourner contre toi parce qu'en fait, elle t'a donné l'info. Mais en revanche, en tant que journaliste, moi, ça m'est arrivé, tu vois, qu'en effet, il y a des gens qui viennent à moi qui me disent des infos de dingo. Et je leur dis, mais en fait, je comprends que tu as envie de me le dire, et c'est super, mais en fait, on va pas le faire, parce qu'en fait, demain, tu vas être en prison si on le sort. Ouais, mais justement, souvent dans les... Alors, c'est peut-être un truc américain, mais souvent, on voit des journalistes dans des séries, dans des films, etc., se retrouver face aux forces de l'ordre, qui leur disent, je veux haute source. Par exemple, là, je prends ton exemple sur la ville de Brousse, on pourrait imaginer que les douanes, elles se retournent vers toi en disant « Justine, la boutique, là, en fait, dis-nous c'est où, parce qu'on va quand même aller faire une descente là-bas. » Légalement, est-ce que tu es... Il y a une protection des sources. Voilà, c'était ma question. Ouais. À la différence d'un créateur, à l'inverse, un créateur, on pourrait aller le voir, il y aurait peut-être plus de façon coercitive par les forces de l'ordre d'exiger de savoir où c'était. Je pense que quelqu'un pourrait, tu vois, un créateur de contenu qui connaît pas le principe de protection des sources, parce que ça s'applique pas forcément que aux journalistes, tu vois, pourrait complètement, en effet, balancer une info de peur d'eux, tu vois. Tu as produit un autre documentaire. Pour l'occasion, tu as enquêté, tu as tourné à Lyon, ici chez nous, un reportage qui, moi, m'a ému aux larmes. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi ça parle ? Oui. En fait, à Lyon, il y a un collectif qui s'appelle Jamais sans toi, qui est un collectif d'enseignants et qui, en fait, est désespéré de voir chaque année, dans leur salle de classe, des gamins qui, en fait, sont des gamins SDF sans abri. En fait, ils s'en sont rendus compte bêtement parce qu'ils voyaient des enfants dormir sur les bureaux, ce genre de choses. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte, en fait, le soir, après l'école, en fait, ils vont dans un parc ou dormir dans la rue. Et ils se sont dit, en fait, on a des écoles, la nuit, elles sont ouvertes, elles sont chauffées, donc on va leur ouvrir les portes des écoles toutes les nuits. Évidemment, techniquement, c'est des fonctionnaires. Techniquement, en fait, ils n'ont pas le droit de faire ça, mais ils le font quand même. Et ça arrange bien aussi, en quelque sorte, la mairie, parce qu'en fait, il n'y a pas de place d'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, tu as des bébés qui dorment à la rue à Lyon, ce qui, normalement, ne devrait pas arriver. Et du coup, l'idée, c'était de raconter ça à travers une famille. Donc, du coup, j'ai dormi une nuit dans une école à Lyon avec une petite fille de 8 ans et sa maman qui du coup était sans abri et l'idée c'était de raconter justement cette histoire autrement que il y a des sans-abri en France, en fait il y a des sans-abri en France, il y a des gens qui sont enseignants qui du coup luttent contre ça, tu vois, et qui prennent de leur temps, qui dorment aussi dans les écoles toutes les nuits depuis des années. Ouais, quand on est journaliste et youtubeuse, comment est-ce qu'on choisit ces sujets ? Comment, ou plus cyniquement, on va dire, comment est-ce qu'on sait si on tient un bon sujet ? Tu vois, je t'ai dit, ça m'a ému, ça m'a vraiment ému, parce que je pense que c'est un bon sujet. L'angle, il est bon, en fait, ça m'a chopé. Merci. Comment cyniquement, au moment où on travaille son truc, il y a peut-être un peu de ça quand même, il faut trouver l'angle, le bon sujet. Moi, en tout cas, j'essaie pas de penser comme ça. Tu vois, techniquement, cette vidéo-là, elle a beaucoup moins bien marché que la première. Tu vois, sur la viande de singe, forcément, ça a fait 100 000 vues. Là, ça a fait 20 000 vues. C'est pas grave, parce que je m'en doutais. En fait, en gros, les gens, c'est une petite fille noire, tu vois, c'est des sans-abri, les gens s'en foutent plus, alors qu'en gros, on trouve de la viande de singe à Paris, c'est plus dingo, tu vois. J'ai pas envie, en tout cas, que ce soit ça la base de ma chaîne YouTube, parce qu'aujourd'hui, du coup, j'ai envie de rester journaliste, donc en fait, pour moi, il y a un sujet qui mérite d'être raconté, je vais le faire. Mais en effet, le moment où se posera la question de comment j'en vis, ça veut dire qu'il y aura vraiment des vidéos où je perdrais probablement techniquement de l'argent. Ouais, justement, ces vidéos, toi, aujourd'hui, tu les produis sur tes propres deniers, avec tes propres moyens. Hein. C'est quoi, aujourd'hui, les principaux obstacles financiers, ou peut-être même logistiques, d'ailleurs, que tu rencontres pour produire toi-même ton contenu sans le soutien d'un média traditionnel? Il y a plein de choses. J'ai envie de te dire émotionnel, et ça, je m'y attendais pas, et vraiment technique, financier. Émotionnel dans le sens où, moi, j'avais l'habitude, en fait, d'être exposée médiatiquement avec un média, tu vois. Je me suis jamais dit, ça va me poser problème. Mais en fait, ton média, il agit un peu comme un tampon. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe pas bien, tu passes à la vidéo suivante. Enfin, voilà, c'est pas grave. Alors qu'en fait, là, c'est un peu ton bébé. Et t'as tout fait de A à Z. Tu vois, il n'y a pas 15 000 personnes qui ont travaillé, qui ont œuvré avec toi. Évidemment, tu vois, les gros créateurs de contenu, oui, t'as 15 personnes derrière, et c'est pas pareil. Même si je pense que ça reste toujours à ton nom, etc. Mais tu vois, par exemple, sur la viande de brousse, il y a eu un raid, un moment de facho,
tu vois, et qui était en train de dire ah oui, il y a toujours les mêmes qui mangent Donc la viande de singe, dans tes commentaires YouTube. C'est ça. Donc tu vois, émotionnellement, tu dis est-ce que j'ai fait mon travail, est-ce que j'ai bien véhiculé l'info que je voulais, parce qu'en plus j'y ai pensé, tu vois, et en même temps tu peux pas faire autrement parce qu'en fait YouTube tu parles à tout le monde. Donc forcément, tu t'exposes à ce genre de choses. Donc il y a le côté émotionnel où tu n'as pas ton média comme tampon. Et puis, il y a vraiment le côté technicité en tant que tel. En gros, moi, j'ai dû acheter mon matos. Ça coûte super cher. Quand tu vas sur le terrain, aujourd'hui, j'ai pas les moyens de prendre quelqu'un qui va filmer avec moi. Donc je fais tout toute seule, tu vois. Donc c'est déjà hyper fatigant. Et tu n'as pas toutes les images que tu voudrais. Contrairement, tu vois, par exemple, à Charles, il part généralement toujours à 2. Et après, il y a le montage, tu vois, ça prend énormément de temps, ça coûte un peu d'argent, tu vois, si tu veux que quelqu'un repasse par derrière pour que ce soit nickel. Donc en fait, une vidéo, ça me coûte beaucoup d'argent, tu vois. Bien sûr. Hormis les vues, hormis les sponsoring, est-ce qu'il y a d'autres modèles économiques sur YouTube que toi tu considères peut-être comme plus éthiques pour le journalisme? Voilà, juste pour resituer, j'ai regardé tes vidéos, j'ai pas vu de collab de marque, j'ai pas vu de sponsor là-dessus. Est-ce que c'est des choses que déjà, on va commencer par ça. Quel est ton rapport aux marques? Est-ce que c'est des choses que tu envisages à l'avenir? J'y ai beaucoup pensé et on m'a beaucoup posé la question, évidemment, en tant que journaliste, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Parce que tu vois, j'ai par exemple 2 modèles très différents, Hugo et Charles, qui font pas la même chose. Ouais, c'est vrai. Hugo, tu vois, il fait la sponsor depuis toujours. Ouais. Avant, il faisait de la sponsor incarnée parce que généralement, quand tu débutes, c'est ça que les marques veulent. Et en fait, si c'est pas incarné, ça les intéresse pas. En revanche, maintenant, Hugo, c'est tellement un mastodonte qui peut se permettre en fait de pas apparaître dans ses sponsors et que ce soit même pas sa voix. Donc, par exemple, les documentaires en Corée du Sud qu'on a pu faire ensemble, tu vois, t'as un moment, t'as la marque Gringot, tu vois, du coup, la banque un peu écolo, qui sponsorise l'une des vidéos. Et en gros, c'est vraiment comme un encart pub avec une voix off d'une fille qui n'est pas, évidemment, Hugo, et on voit jamais Hugo. Et ça, je trouve ça pas mal, tu vois, comme positionnement. Comme un insert podcast, finalement. Ouais, c'est ça. Pas un host thread, c'est un insert ads. Ouais. Ou une pub dans un média classique, un finalement. Interstitiel. Et t'as Charles qui, pour l'instant, lui, se refuse à toute sponsor. Il en a fait une il n'y a pas très longtemps, mais qui était une sponsor quand même vraiment pas dégueu, qui était pour un magazine du Monde. Dire bon, ça va. Mais tu vois, lui, parce que lui, il veut pas être affilié à des marques. C'est un principe de donation, hein, c'est ça, avec un Tipeee, je crois, à côté. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il est obligé encore de travailler aujourd'hui pour des médias en parallèle, tu vois, donc il y a cette question qui se pose toujours. Et Justine Rex, qu'est-ce qu'elle dit? Et moi, du coup, tu vois, quand je voyais tout ça, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'en suis à ma 3e vidéo qui est en train d'être produite. Et je me rends compte que si j'ai envie juste de pouvoir me dégager ne serait-ce qu'un SMIC, ou beaucoup moins surtout, pour en vivre, je vais être obligée de faire ça, tu vois. Donc, il y a la question qui se pose. Moi, je sais que ma 3e vidéo, il va y avoir une sponsor. Donc aujourd'hui, là j'ai été approchée par 2 agents qui savent que je suis journaliste. Donc ils me proposent que des marques où en gros je me dis ok, c'est pas Total, j'ai pas l'impression de vendre mon âme en faisant ça. Évidemment, du coup c'est une sponsor. Ouais. Donc je sais qu'en tant que journaliste, je vais probablement perdre ma carte de presse. C'est étonnant parce que regarde, dans un média, quand j'achète justement, je sais pas, un média papier, y a des pubs partout. Ouais, mais en fait le souci c'est que tu vois, t'as plus le média où tu vas avoir plein de gens qui travaillent et qui vont représenter la pub, le marketing et les journalistes à côté. Le problème, c'est que je suis mon média à moi toute seule. Donc en fait, c'est moi aussi qui m'occupe de la publicité et du coup, dans la tête des journalistes, et je l'entends tout à fait, en gros, on va partir du principe que du coup, je vais être influencée par les marques, tu vois, avec lesquelles je vais travailler. Cette histoire de carte de presse, elle est accordée par un organisme. C'est la commission de la carte. Voilà, donc il y a une commission qui étudie justement ce genre de sujet, ce genre de problématique. Aujourd'hui, c'est une commission qui est relativement critiquée par les journalistes parce qu'en fait, ça va très lentement. T'as plein de gens qui sont aujourd'hui privés de la carte de presse, au-delà des réflexions, tu vois, comme les miennes, où je me dis, bon, c'est pas grave, hein, la carte de presse, c'est comme ça, on est content quand on l'a pour la première fois. Tant pis, merci beaucoup. Merci. Tant pis si... On dit merci à Jordan qui nous amène de l'eau parce qu'on parle beaucoup et il fait chaud. C'est merci. Ça, merci Jordan. Et en gros, je me suis perdue. Oui, sur la carte de presse, tu vois, tu vas avoir par exemple les prix Albert Londres, où c'est le prix Nobel, on va dire, du journalisme le plus prestigieux. Chaque année, il y en a 3.
généralement, tu en as 2 sur 3 qui n'ont pas leur carte de presse. Pour te dire à quel point les critères aujourd'hui sont remis en question, au-delà de YouTube. Est-ce que toi, tu envisages aussi d'autres modes de financement, de monétisation de ton contenu? Il y a d'autres choses qui existent, hein, on pense aux abonnements. Évidemment, tu pourrais imaginer aussi tourner que sur les views, on va dire, hein, donc que sur le nombre de vues, et te dire, bon, bah, c'est sur YouTube, YouTube gère sa monétisation. Moi, j'en tire quelques pécules. Voilà, est-ce que c'est des choses que toi, ouais, j'ai activé la monétisation. Ça, j'ai pu, parce que du coup, dès que tu dépasses les 10 000 abonnés, je crois que c'est 4 000 heures de vues cumulées, tu peux. Donc, j'ai ces deux-là, donc là, c'est activé. En revanche, tu vois, vivre que sur les vues, à moins d'être Lucas, justement, Squeezie, c'est quand même compliqué parce qu'en fait, tes vues, elles peuvent être fluctuantes et dépendent que sur un seul modèle. Tu vois, moi, je trouve ça un peu stressant, sachant que moi, je suis pas dans un modèle de sortir une vidéo tous les jours, ce genre de choses. Moi, je veux faire un truc un petit peu chiadé, une petite enquête, un petit reportage. Donc, ça se trouve, il y aura des moments où j'en sortirai que tous les 3 mois. Donc, pour moi, c'est pas assez de se baser que là-dessus. En revanche, tu vois, quelque chose sur lequel je mise un petit peu, c'est par exemple les aides du CNC, tu vois, parce que tu as des aides pour les créateurs où là, pour le coup, tu vends ton projet et tu as, tu vois, 10 000, 20 000 euros, et ça, typiquement, ça pourrait me payer, tu vois, une année de montage, et ça, c'est génial. J'aimerais qu'on échange sur la notion de format, qu'on revienne là-dessus, hein, parce qu'entre YouTube et la télé, il y a une vraie différence de durée. En TV, je crois que la plupart des docs, ils font plus de 26 minutes, avec le fameux 52 minutes qui est un peu le format star en télé. Ce sont des formats qui sont très ancrés, hein, qui sont là depuis des années. C'est comme ça, quand tu produis du docu, il faut qu'il fasse 26, 52, il y a des intermédiaires, mais grosso modo, c'est ça. Sur YouTube, c'est totalement autre chose. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, d'ailleurs, tu peux faire un peu ce que tu veux. Voilà. Et par exemple, toi, tes 2 derniers reportages, ils font 12 minutes à peu près, chacun. Presque, c'était pas voulu en plus. Voilà, et j'imagine que la durée du format, ça change beaucoup de choses dans l'écriture, dans la manière d'aborder un sujet. Bien sûr, ouais. En gros, moi, en fait, le retour que j'ai eu de la plupart des gens en commentaire, enfin en tout cas de beaucoup de gens en commentaire sous ma vidéo, c'est déjà les gens étaient trop contents et ils étaient très bienveillants, donc ça c'était chouette. Mais du coup la remarque constructive que j'avais le plus souvent, c'était en mode on veut plus, 12 minutes c'est trop frustrant, il nous faut 20, il nous faut 30 et tout. Bon trop bien, hein, ça veut dire que les gens en veulent plus et c'est chouette, mais c'est surtout aussi que plus t'augmentes en minutes, plus ça coûte cher à produire en fait, tout simplement. Puis j'ai pas envie de tirer un sujet pour tirer un sujet. Mais en gros, en termes de durée, à chaque fois, j'essaye de me dire qu'est-ce que je peux raconter, déjà moi, et est-ce que je vais aller voir des personnes qui vont me raconter l'histoire en plus. Si c'est un reportage, évidemment, pour moi, ça mérite un peu plus de temps parce que, tu vois, tu es avec les gens, tu peux prendre vraiment des moments de vie où ça parle moins. En revanche, si tu racontes une histoire, là, tu peux avoir moins de temps, tu vois, où t'as des silences, ce genre de choses, parce qu'en fait les gens peuvent se lasser, vu que c'est un format histoire qui est finalement très très cadré dans la tête des gens sur YouTube, tu vois. Donc en gros, évidemment, en termes d'écriture et de storytelling, ça va pas être la même chose si c'est déjà un reportage ou si c'est une histoire où j'insère des interviews. En effet, tu vois, aujourd'hui, je pense pas faire du plus de 40 minutes, en tout cas sur les prochains mois, parce que c'est une prod trop importante. Ouais, bien sûr, il faut se rendre compte le temps de prod nécessaire à produire 1 minute d'image réelle. C'est faramineux, donc bien sûr c'est un coût. Donc après en termes vraiment d'écriture, plus c'est long, moins moi je vais parler. Sinon, en fait, en tout cas, moi, je pars du principe que je vais être saoulante. Donc, l'idée, c'est de laisser vivre le sujet au maximum. En tout cas, nous, c'est ce qu'on nous a appris en plus en tant que journaliste et que j'essaye de réappliquer le plus sur YouTube. C'est au bout d'un moment, en fait, ferme ta bouche et laisse vivre le sujet. Ok, intéressant. J'ai constaté aussi sur la chaîne de Charles Villa qu'il y avait des formats vidéo qui justement faisaient pile poil 52 minutes. Alors, du coup, je me suis posé des questions, j'ai fait mon enquête. Est-ce qu'il y a une opportunité, par exemple, pour un journaliste comme Charles Villa, de produire ses propres formats et puis ensuite d'espérer les commercialiser sur des médias traditionnels parce que justement, ils font pile 52 minutes et que potentiellement, ils sont achetables par un diffuseur? Alors, je pense que ce serait compliqué si tu as commencé par YouTube pour ensuite, après, le vendre, parce qu'en fait, souvent, il y a le concept de primauté où, en gros, souvent, un média, il va se dire, en fait, ça a été déjà vu ailleurs, donc en fait, j'ai pas l'impression de... Pourtant, c'est ce que Inoxtag, il a fait avec Kaizen. Ouais, bien sûr, mais c'est rare, tu vois, et puis c'est parce que c'est Inoxtag. Mais Charles aussi a sa notoriété, et ça pourrait tout aussi bien fonctionner. Tout comme, en fait, tu as de plus en plus des moments où, en fait, c'est
une vidéo YouTube qui sort en même temps que sur un média, tu vois. Et ça fonctionne bien. Mais le truc de tu sors sur YouTube et après tu vas la vendre, là c'est un peu plus galère, mais rien n'est impossible. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est un des modèles à chercher quand on est créateur de contenu avec une déontologie, qu'on veut produire des choses qui parfois cohabitent difficilement avec d'autres modèles de monétisation? Est-ce qu'il y a une opportunité à profiter des besoins de flux des médias traditionnels qui ont besoin de beaucoup de contenu. Et là, ils ont à disposition une matière première génialissime. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu te dis, tiens, si demain on m'approche pour m'acheter mes images, je les vends? Je trouve ça intéressant dans le sens où il y a de plus en plus un pont entre les médias traditionnels et YouTube, ce qui se faisait pas, tu sais, quand on disait justement il y a quelques années, Hugo il se faisait complètement tracher. Moi j'ai été hyper étonnée par exemple que sur France 5 on parle dans C'est dans l'air, tu vois, de mon enquête sur la viande de brousse. Et je me dis putain, trop bien, et on m'a même interviewé. Je pense que ça serait pas arrivé il y a quelques années parce que du coup ça légitime aussi le métier de youtubeur, et ça veut dire qu'il y a des choses qui sont sérieuses, alors que dans la tête des journalistes, la majorité des choses qui sont sur YouTube c'est de la merde. Faut dire ce qu'il y a. Mais de plus en plus du coup de médias s'intéressent à ces formats et se disent ok, qu'est-ce que nous on peut faire qui va plus peut-être intéresser les jeunes. Moi par exemple je sais qu'il y a une boîte de prod qui m'a approché dernièrement pour que je fasse tu vois, des sujets qui seraient en cross-post, tu vois, Insta et un média, tu vois, je peux pas dire encore lequel, mais du coup ce serait, tu vois, des mini-reportages. Typiquement, tu vois, je pense que c'est des choses qui sont faisables et pareil, en tant que journaliste, tu dis, bon, pareil, ça me permet de dégager des sous et de continuer à faire ce que j'aime. Sous la forme d'une collaboration dans ce cas-là. Donc là, on a parlé des formats longs, 52 minutes, c'est quand même long. Et puis il y a les formats très courts, à l'inverse. Vraiment, les formats verticaux, moins de 90 secondes, YouTube Shorts, typiquement. Tu parles d'Instagram, Instagram Reel. Est-ce qu'on arrive vraiment à faire du journalisme en 90 secondes? Tout dépend de ce que tu racontes et tout dépend qui tu vas voir. Mais pour moi, en fait, tout est faisable. J'ai envie de dire, c'est même un défi, tu vois. 90 secondes, c'est hyper intéressant, tu vois. Genre, comment tu la racontes en 90 secondes? Qu'est-ce que tu fais passer comme info? Est-ce que tu la racontes en plusieurs fois en 90 secondes, tu vois? Pour moi, tout est possible. Mais du coup, il y a cet enjeu de comment je le raconte et comment j'essaye de maintenir l'attention des gens, et comment je fais en sorte qu'à la fin des 90 secondes, ils aient retenu l'essentiel. Justine, si tu veux bien, j'aimerais qu'on parle politique maintenant. Alors, on va mettre les deux pieds dedans. J'aimerais qu'on parle de politique et de réseaux sociaux, parce qu'avec la réélection de Donald Trump, on a vu un certain nombre de plateformes, dont Meta en première ligne, faire machine arrière sur leurs engagements de fact-checking. On a beaucoup parlé de fact-checking jusqu'à présent, mais maintenant on parle de community check, donc c'est pas du tout la même chose. En gros, ce sont les communautés, les audiences qui s'automodèrent, qui automodèrent les contenus qui sont publiés sur Instagram, sur Facebook. Et aux US, d'ores et déjà, ce changement, il crée des préjudices forts, et on voit une résurgence massive de fake news. Est-ce que finalement, ça donne pas un peu de crédit aux médias dits traditionnels, tout ça? Est-ce que ce ne sont pas eux finalement? Est-ce qu'ils n'avaient pas raison, les anciens, là? Et ce sont eux les vrais garants de l'information? Mais de toute manière, il est évident qu'il y a un problème avec les réseaux sociaux. Tu vois. Aujourd'hui, le fait que les médias, tout comme les créateurs de contenu, soient dépendants d'un algorithme qu'on ne connaît pas, c'est un problème. Déjà de une. Moi, je me souviens très bien, tu vois, quand il y a eu le lancement vraiment de TikTok au niveau des médias, etc., chez Vice, on a été quand même approché pour, en tant que média, de parler de tel ou tel sujet. Tu vois, c'est quand même un énorme problème. Et en échange, tu vois, on avait un peu plus de visibilité, ce genre de choses. Ça, c'est un gros souci. Après, là, tu vois, les histoires de désinformation qu'on voit sur X, la question, c'est... est-ce que du coup, on va le sentir venir sur tous les autres réseaux sociaux, y compris sur YouTube, mais sachant que sur YouTube, en fait, c'était déjà le cas là, avec les élections américaines, comme tu le disais, il y avait un nombre croissant de créateurs de contenu qui faisaient de la désinfo pro-Trump, comme pas possible. Donc c'est aussi pour ça que je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait de plus en plus de journalistes et de créateurs de contenu qui font des reportages humanistes, des sujets énormément fact-checkés, pour avoir aussi un contrepoint et un contre-pied au maximum. Mais évidemment que c'est un souci. Ouais. Parallèlement, en France, on voit des milliardaires, on en a parlé tout à l'heure, comme Pierre-Édouard Stérin, qui rachètent des comptes réseaux sociaux et qui financent massivement des influenceurs réac, notamment sur TikTok.
son objectif à ce milliardaire, évidemment, c'est de faire passer ses idées d'extrême droite, d'influencer, on va dire, le débat démocratique, voire même peut-être électoral. Est-ce que toi, tu as la sensation qu'à cause des réseaux, la France, comme les États-Unis, elle peut basculer demain dans une sorte de totalitarisme orwellien où on ne sait plus trop ce qui est vrai, ce qui est faux, où les fake news, tout est mélangé et finalement, ça n'a plus beaucoup d'intérêt de dire la vérité. Ouais, c'est déjà le cas en fait. Moi, je trouve que c'est très difficile de faire notre travail aujourd'hui en tant que journaliste avec les IA. Tu vois, là par exemple, avec Charles, on travaille globalement sur des sujets de conflit et on va avoir des images, tu vois, où ça va se passer à Gaza, tu vois, ou par exemple, pareil, l'attentat au Cachemire, ce genre de choses. Et moi, je suis chargée notamment, par exemple, de vérifier les images, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on n'a pas les outils suffisants pour dire, ok, cette image, on est sûr à 100% que c'est pas lié à la preuve. Là, il y a un gros tollé sur l'attaque qu'il y a eu au Qatar, tu vois, de la part de l'Iran, parce que apparemment, du coup, l'image vraiment du bombardement, c'est aussi une image IA, sauf que ça a été partagé par les médias du monde entier, tu vois. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est hyper compliqué de faire notre travail, je trouve, correctement, et je pense que ça va aller que en empirant. Et au niveau vraiment de la création de contenu, en fait, tu as des gens en fait, qui basent uniquement leurs abonnements et leurs commentaires et leurs likes sur des fake news. Donc à partir de ce moment-là, en fait, je pense que soit en fait les journalistes ils s'emparent vraiment du problème et se disent ok, on va vraiment faire des grosses cellules de crise, de fact-checking, on va essayer aussi d'avoir l'État qui va s'impliquer. Tu vois, moi par exemple, je trouve que des cours d'éducation média, tu vois, obligatoires dès la primaire, une fois par an, tu vois, comme les cours d'éducation sexuelle, où tu apprends aux enfants ce que c'est en fait une fake news, comment tu peux déjà détecter certaines choses, puis après petit à petit découvrir ce que c'est une information, le monde des médias, un peu démystifier tout ça, ça aiderait grandement, tu vois. Mais il faut qu'il y ait un travail de la part des journalistes et aussi du monde politique. Oui, parce qu'en plus, à la différence des médias traditionnels, les réseaux sociaux, ils sont soumis à très peu de règles finalement, parce que quand tu es en télé, quand tu es en presse, en radio, quand tu es en télé, en radio, tu as l'ARCOM déjà. Voilà. Et récemment, on a beaucoup entendu parler de l'ARCOM, avec des Hanouna, C8, etc., qui se sont pris les pieds dans le tapis. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont confondu divertissement et info. Et du coup, ils se sont fait punir, on va dire. En période électorale, idem, tu as des logiques d'équité de prise de parole politique dans le débat, pour pas qu'il soit biaisé par la capacité d'influence et la capacité financière de certains candidats. Tout ça, ça n'existe pas sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est légitime de penser aujourd'hui que les plateformes, ça peut devenir, ou c'est en train de devenir un champ de bataille pour les idées extrêmes ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. En effet, tu vois, tu as l'exemple avec les élections américaines et encore les précédentes élections américaines. Et on voit bien aussi que tu as des tentatives aussi d'incursion russe en France, ce genre de choses. Même au niveau de ChatGPT, tu vois, tu as eu des enquêtes françaises, tu vois, super intéressantes sur, la Russie qui va implanter 400 000 articles pour faire passer 3 pauvres idées dans le ChatGPT, tu vois. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est déjà le cas. Après... aujourd'hui, moi, c'est des choses qui me désespèrent énormément, où j'ai du mal à voir en fait une solution viable, en tout cas via les réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est international. Ça m'étonnerait qu'il y ait une sorte de consensus, en tout cas, c'est pas dans leur intérêt, d'avoir un consensus de ok, on va lutter contre les fake news, on va essayer de réglementer au maximum, parce que du coup ça fait forcément moins de vues, moins de gens en général, tu vois, qui vont produire. En revanche, tu peux implanter des lois, tu vois. Aujourd'hui, on est très très loin en France, mais tu peux plus faire la pub de tout et n'importe quoi, par exemple en tant que créateur de contenu, et pareil, tu es obligé de mettre collaboration commerciale, ce qui n'existait pas quand même il y a 10 ans. Donc petit à petit ça avance, et on voit bien, tu vois, qu'il commence à y avoir un intérêt, ne serait-ce qu'avec les auditions, tu vois, au Sénat au niveau des créateurs de contenu, mais c'est trop lent. Est-ce que toi, tu as un conseil de bon sens là, à donner à celles et ceux qui nous écoutent sur comment je fact-check ? Je lis, j'écoute, j'entends un truc, je suis tenté d'y croire, mais comment je m'assure que ce que je suis en train de lire et d'écouter, au lieu de le raconter à la machine à café comme si c'était une vérité, et de contribuer à se faire circuler une fake news, comment je vérifie ? Je pense que la base, en tout cas nous, qu'on apprend au tout départ quand on est des bébés journalistes, c'est ce qu'on appelle recouper ces informations. Donc en gros, c'est pas parce que tu vois une fois un truc
que ça existe. Donc c'est marrant parce que les gens commencent à le comprendre, parce que en commentaire sur TikTok, on voit souvent Hugo Décrypte l'a pas dit, donc j'y crois pas. Donc c'est assez marrant parce que du coup ça veut dire que les gens commencent à comprendre qu'il y a des fake news et qu'il y a la désinfo. En revanche, Hugo n'est pas le seul vecteur d'information. Ça donne envie de faire un mug avec marqué ça. Et en gros, du coup, moi ce que je conseillerais, c'est tu vois une info, je sais pas, par exemple les piqûres pour la fête de la musique. Moi j'ai vu plein de créateurs qui disaient oui, il y a des gens qui font des menaces, etc. Et je me dis mais en fait je vois que des gens qui disent attention, il y a des gens qui menacent d'eux, mais j'ai pas vu des menaces, tu vois. Donc en gros, tu peux regarder déjà sur les médias traditionnels, donc tu regardes dans Google Actualité qui dit quoi, et c'est hyper intéressant, ne serait-ce que lire 2 articles de 2 médias différents, tu vas voir qu'ils disent déjà pas la même chose, parce qu'il faut se faire aussi une autocritique en tant que média. Mais t'as raison sur un point, il faut les lire les articles, pas juste le titre. Hein. Ouais, exactement. Ne serait-ce que le premier chapeau. Généralement, en fait, on a le chapeau et le premier paragraphe, parce que la règle dans le journalisme, c'est qu'on commence par les actualités principales au départ. Donc, si on lit les 5 premières lignes, déjà on a l'info regardez, principale. Justine, elle vous donne des astuces très concrètes. Hein. Justine, qu'est-ce que c'est tes prochains projets perso? Là, tu as parlé d'une nouvelle vidéo en cours. Est-ce qu'on est sur le même format? Investigation, enquête? Pas investigation. Là, vu qu'en fait c'est l'été, j'avais envie de faire un sujet un peu plutôt format histoire. Je peux pas encore dire sur quoi. Excellent. Mais avec une histoire un petit peu qui a marqué le monde entier il y a exactement 11 ans, mais que les gens ont oublié et qui veut dire vraiment beaucoup de choses à la société. Donc là, je suis en train de bosser là-dessus, j'ai fait des interviews et tout. L'idée, c'est en gros, d'ici quelques mois, moi, de me lancer vraiment pleinement sur ma chaîne YouTube, parce que le souci étant que vu que je travaille avec beaucoup de créateurs, vu que je travaille avec beaucoup de médias, c'est compliqué pour moi de créer. Donc en fait... c'est vraiment un défi que je me lance parce que pour le coup, c'est avec mes petites économies. Il n'y a pas beaucoup de choses depuis que j'ai acheté mon matos. Mais je me dis, bon, bah voilà, tu regretteras si tu le fais pas. Donc il y a ça. J'écris toujours un bouquin en ce moment qui se passe dans la prison de Fleury-Mérogis. Donc voilà, plein de petites choses par-ci par-là où j'essaye de m'éclater, tu vois. C'est au moins ça. Là, tu dis, tu écris un bouquin. Donc on a parlé, tu as déjà écrit un bouquin sur le ministère de l'écologie en France. Donc là, j'apprends donc, que tu es en train d'écrire un deuxième, c'est ça? Est-ce que tu vois des ponts entre ta création de contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et l'écriture, l'édition? Ça pourrait. Ouais. Là, dans ce cas-là, c'est pas possible parce qu'en fait, c'est très verrouillé. Tu vois, tous les mois, je me rends en fait dans la prison pour femmes de Fleury-Mérogis. Et j'ai pas le droit en fait de filmer ou d'enregistrer même avec un micro. En revanche, tu peux pas documenter. C'est ça. Ça aurait été hyper cool. Tu vois, de faire une petite vidéo en parallèle, dire en fait, j'ai sorti un livre. Tu vois, c'est un bon moyen. Tu vois, de dire bon bah si ça vous intéresse un petit peu plus, vous pouvez aller lire le bouquin. Mais c'est aussi la preuve qu'il y a un intérêt encore aujourd'hui de lire des bouquins, c'est qu'en fait, il y a des choses que tu ne peux pas filmer. Bien sûr. Donc, des fois, on va avoir des podcasts, et des fois on va avoir des livres. Justine, où est-ce qu'on peut échanger avec toi si on a envie de papoter? On s'est dit ouais, Justine, c'était passionnant ce qu'elle me racontait. C'est quoi la meilleure plateforme pour te parler? Bah, en vrai, Instagram, j'essaye toujours de répondre. Des fois, je suis un peu en retard, mais j'essaye toujours de répondre. Justine Rex sur Insta. Exactement. Super. Et puis après, s'abonner sur YouTube. Voilà. Je réponds encore à la majorité des commentaires. Profitez-en, ça va pas durer, hein, parce que là, d'ici peu, elle sera intouchable, Justine. Un énorme merci à toi, c'était une super conversation. J'ai appris plein de trucs, je te remercie beaucoup. C'était super intéressant. Tu sais que tu es la bienvenue quand tu veux à Lyon, si tu es amené à repasser. Voilà, maintenant tu connais l'adresse. Merci beaucoup, les amis. Ce podcast, vous l'écoutiez dans une application de podcast. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à balancer les 5 étoiles, hein, et surtout à partager cet épisode avec Justine autour de vous. Faites découvrir le Super Daily et le travail de Justine. Justine, un grand merci. Je te souhaite une très bonne journée. Salut tout le monde. Ciao. Bye bye.